Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs avec une nouvelle horaire désormais 19h pour LFNA TV, votre magazine consacré à l'actualité du football amateur et professionnel en Nouvelle-Aquitaine. Il s'est encore passé plein de choses ce week-end avec les championnats. Le week-end prochain, ce sera le 7e tour de Coupe de France. Tout ce qu'il faut savoir sur ce numéro 61 d'LFNA TV, c'est dans le sommaire et c'est avec Clément Darbieux. En Ligue 2, les Girondins de Bordeaux assurent. Après leur victoire face à Annecy samedi, Pau continue sur sa lancée et Niort l'emporte dans les arrêts de jeu. Vous verrez tous les buts de la 8e journée de National 2 avec nos 4 clubs de la région. Focus ce soir sur le pôle espoir à Talence. Florian Sabatier était en immersion au sein du groupe dirigé par Benoît Michelina. Et LFNA TV vous propose la rencontre avec Iman Etaïb, responsable technique jeune à la Violette à Turin dans les Landes. Enfin, reportage à venir sur la journée organisée par la Ligue où animations festives sont proposées autour du programme éducatif fédéral. Et on débute comme d'habitude avec la page consacrée au football professionnel, la 14e journée de Ligue 2 et le carton plein pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine puisque et Bordeaux, et Pau, et Niort ont gagné. C'est la première fois de la saison que ça arrive en championnat. Les Girondins s'imposent face au promu Annecy sur le score d'1-0. Le buteur Dylan Bakwa, vous le voyez sur ces images. On écoute tout de suite les réactions de l'unique buteur bordelais dans cette rencontre. Oui, voilà, aujourd'hui, c'était important pour nous de gagner, de rester premier, de pouvoir confirmer. Voilà, on a fait un très gros match, on était solide derrière. Et voilà, aujourd'hui, on est reparti avec 1-0. On aurait pu marquer plus de buts, mais voilà, on est très content déjà. Ouais, j'ai eu pas mal d'occasions, c'est vrai. Je manque encore à la finition, mais voilà, c'est déjà bien. On gagne 1-0 sur un schéma qu'on a travaillé à l'entraînement avec Vital. Et voilà, ça fait un but. De son côté, le Pau FC s'impose exactement sur le même score que les Girondins, 1-0, c'était face à Nîmes. Le buteur palois Steve Benard, une victoire idéale pour célébrer l'inauguration en grande pompe du Noust Camp qui peut désormais contenir 4031 places assises. Rien n'a été facile pour les hommes de Didier Tolo que l'on écoute au micro de France Bleu Béarn. On apprend cette victoire. Après, c'est toujours compliqué les matchs à 11 contre 10. On l'a vu sur beaucoup de situations. Je ne sais pas s'il faut y aller, s'il faut rester en place. On s'est fait vraiment peur sur la fin. Je pense que le penalty est un peu le tournant, parce que si on est à 2-0, on peut peut-être mettre le troisième derrière, mais on ne met pas. Et après, voilà, on sait qu'ils ont de la taille, on sait qu'avec Chukwueze, c'était compliqué. Ils ont été valeureux, ils jouent leur peau aussi. Donc, mais on la prend cette victoire. Enfin, Niort met fin à une série de 8 matchs sans la moindre victoire en battant Dijon 2-1. Les images de joie dans le vestiaire niortais avec un scénario totalement incroyable. Les Chamois qui étaient menés 1-0 jusqu'à la 90e minute et l'égalisation de Bilal Boutobas et Ibrahima Conté qui, dans le temps additionnel, a fait chavirer de bonheur le stade René Gaillard, mais également l'entraîneur du club, Rui Almeida. Pour la ville de Niort, si je ne me trompe pas, c'est vraiment important le club aussi. Avoir une ambiance où il y a un jour que la ville vient ensemble et profite un peu de l'ambiance. Parce que ça, c'est un jour aussi de famille aussi, je pense. C'est un jour de famille et on peut gagner tous avec ça. Pour moi, c'était vraiment intéressant, voir pas 500% personnes, mais 4000 personnes. Ça, ambiance. Et après, je pense que tous ont profité. Le joueur, le supporter, bien sûr, le club. Au classement de cette Ligue de Bordeaux reste leader. Pau est 11e. Niort est toujours lanterne rouge, mais revient à 2 points seulement du 16e. Pas de journée le week-end prochain pour la Ligue 2 puisqu'il y a la Coupe de France. Pas non plus ce week-end de D1 Arkema. La prochaine journée du championnat féminin, ce sera samedi avec la 6e journée. Soyaux ira à Dijon. Bordeaux recevra Guingamp. Les 2 matchs auront lieu samedi à 14h30. Fin de la page consacrée au football professionnel. On attaque le foot amateur avec le championnat de National 2 et on jouait ce week-end la 8e journée. Le meilleur des matchs du groupe D, c'est en résumé avec Clément Darbieux.
Les résultats complets de la 8e journée du groupe D de National 2, 15 buts au total, 3 nuls, une seule victoire à l'extérieur, c'est celle d'Angoulême-Charente du côté d'Angers, un but partout entre les Herbiers et Lorient, vous le voyez, un but partout également entre Bergerac et Saumur, 1-0 pour Chamalières face à Trélissac, 3-0 pour le Gol FC face à Romorantin, 0-0 entre Vierzon et Andrézieux-Boutéon, 2-1 pour Moulins-Isère face à Bourges, Stade Bordelais, Nantes, la réserve de Nantes qui s'est inclinée, 2-1 sur la pelouse du Stade Bordelais. Conséquence de cette 8e journée au classement, le Gol FC est toujours leader devant Saumur. 5e, on retrouve Bergerac-Périgord avec 10 points. 7e, le Stade Bordelais également avec 10 points. 8e, Angoulême-Charente avec 9 points. Et 12e, le FC Trélissac avec 8 points. La 9e journée se déroulera le week-end du 5 novembre avec Angoulême Bergerac notamment, il y aura Trélissac face au Gol FC, ça va être compliqué contre le leader. Et puis le Stade Bordelais sera lui en déplacement sur la pelouse de la réserve du FC Lorient. Le National 3 avec la 6e journée, 18 buts au total pour une journée prolifique, une seule victoire à l'extérieur, c'est celle de Châtellerault sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais, victoire 1-0 de Châtellerault, 2-0 pour Chauvigny face à l'US Lège Cap-Ferré, 5-0 le carton du week-end pour le Stade Poitvin face au Stade Montois, un but partout entre Guéret et le CA Neuville, 2-1 pour la réserve du Pau FC face à Libourne, un but partout entre la réserve des Girondins et les Genêts d'Anglette. Et puis 3-0 pour la réserve des Chamois niortais face à Porte-Entre-deux-Mers. Les conséquences au classement, le Stade Poitvin est leader avec 2 points d'avance sur la réserve des Girondins de Bordeaux. Neuville est 7e, Châtellerault 8e, l'Aviron Bayonnais 9e dans le bas de classement. 12e la réserve de Pau, 13e la réserve de Niort et 14e et Lanterne Rouge avec un seul petit point. Le Stade Montois. Le Stade Montois qui avait perdu lors de la 5e journée de National 3 2-1 sur sa pelouse face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Mais d'autres matchs n'avaient pas pu se jouer en raison de la Coupe de France. Vous voyez à l'écran le calendrier s'afficher. Le 29 octobre à 18h, il y aura 2 matchs, Libourne-Chauvigny et ES Guérétoise contre les Chamois niortais. Et puis à 19h, les Genêts d'Anglette face à l'Aviron Bayonnais FC. 3 matchs restent à déterminer puisque les clubs sont encore engagés en Coupe de France. Justement, la Coupe de France, on en parle avec le retour sur le tirage au sort du 7e tour de la Vieille Dame. On vous rappelle les affiches avec le FC Mérignac-Carlac contre les Chamois niortais, Biars-Bretenoux contre Bergerac PFC, Châtellerault face à Mérignac, il y aura le FC Choré face à Lavoine Chinon-Ciné, FC Lescar, Boé-Bonne-Encontre, le Stade Poitvin contre Châteauroux, l'AS Merpin face à l'US Lège Cap-Ferré, Trélissac en déplacement à Angoulême, les Girondins de Bordeaux joueront un derby sur la pelouse du Stade Bordelais Club de National 2 et puis Aigues-Mortes face à Pau. Je vous donne 2 petites infos. La rencontre entre le FCE Mérignac-Carlac et les Chamois niortais aura lieu samedi à 14h au stade Robert Brett de Mérignac et le derby bordelais entre le stade et les Girondins se jouera lui samedi à 20h. Ce sera au stade Sainte-Germaine du Bouscat. Les 2 petits poussés de la Coupe de France côté Nouvelle-Aquitaine se nomment Merpin et Boé-Bonne-Encontre. Merpin qui va donc recevoir l'US Lège Cap-Ferré. On regarde ensemble un petit florilège des réactions du côté de l'US Lège Cap-Ferré après ce tirage au sort du 7e tour. Oui, déjà, contre une équipe de Régional 2, on est de toute manière, on part favori. Donc partir favori en coupe, c'est jamais un avantage. Donc ce qu'il va falloir, c'est respecter notre adversaire et puis se dire qu'il ne tiendra qu'à nous d'être au 8e tour contre Poitiers ou Châteauroux. Alors comme toutes les équipes du groupe, je pense, la plupart voulaient soit le plus gros ou soit le plus petit. Alors on n'était pas loin d'avoir le plus gros puisqu'on était dans les derniers tirés et au final on a le plus petit hiérarchiquement. Après sur le terrain, ça ne veut pas dire que c'est le plus petit. Moi personnellement, quand je joue la Coupe de France, c'est pour vivre des moments un peu fous avec du public, des fois essayer de
joué dans des gros stades avec des gros clubs. Donc forcément qu'on aurait aimé avoir une grosse équipe, mais c'est pas pour autant qu'on est déçu. Dans la coupe, il n'y a pas de niveau. On sait que là-bas, ça va être une bonne ambiance. Ils vont avoir envie, ils vont nous attendre. Donc voilà, il va y avoir l'ambiance de coupe qu'on adore. Nous, le but, c'est de passer, d'aller le plus loin possible. En plus, maintenant, ce qui est différent des années précédentes, c'est qu'on connaît nos adversaires possibles le tour suivant. Ça peut être donc Poitiers, qui est quand même un gros club de M3 dans notre poule, ou Châteauroux, qui est aussi un bon club de national. Donc dans tous les cas, le challenge est excitant, mais le plus important, c'est quand même de se focus sur ce match, parce que R2, ça va pas être facile. Et surtout en coupe, pour le moment, il n'y a pas de niveau finalement. Toutes ces réactions de l'US Lège Cap Ferré après le tirage au sort de la Coupe de France, c'était au micro de Florian Sabatier. L'autre petit poussé, vous le savez, c'est l'entente Boé-Bonnerencontre qui va se déplacer du côté de la pelouse du FC L'Escar. Et justement, pour parler de cette rencontre et de l'actualité du club, direction les Pyrénées-Atlantiques, où l'on retrouve Francis Loustono, le président du FC L'Escar. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LFNA TV. On a vu ce week-end, il y avait de la revanche dans l'air pour vos adversaires. C'était face à Saint-Paul Sport pour le club de l'Escar en championnat cette fois. Après les avoir battus en Coupe de France, ils ont pris leur revanche en gagnant 3-1. Vous avez senti dans l'atmosphère qu'il y avait des visages revanchards en face de vous ? Bien sûr, il y avait deux attitudes différentes sur le terrain. Une équipe de Saint-Paul-et-Dax qui, eux, joue pour accéder en National 3 et qui était revenue à l'Escar pour prendre une revanche et pour prendre des points. Et puis, une équipe de l'Escar qui était peut-être déjà la tête à samedi prochain et à la rencontre qui nous opposera à Boé-Bonnerencontre. C'est encore trop dur, Président, là, d'oublier justement ce que vous venez de dire, d'oublier dans les têtes la Coupe de France, puisqu'on le voit pour l'instant, il y a certes que 3 journées, mais 3 défaites pour votre club. Le pain quotidien, c'est compliqué de vraiment s'y concentrer quand on vit une si belle aventure en coupe. Mais disons que c'est vrai qu'il faut arriver à faire la part des choses. Pour l'instant, tout nous sourit en Coupe de France, un petit peu moins sur le championnat. Il faut vite qu'on redresse la barre et qu'on retrouve ce qui nous caractérisait sur la deuxième partie de saison l'année dernière et qu'on reprenne une marche dynamique en championnat. Ouais. Vous avez laissé l'entraîneur rappeler l'importance du championnat, ou vous-même, en tant que président, vous avez fait un petit speech aux joueurs pour leur dire de ne pas oublier le pain quotidien, comme on dit souvent? Alors pour l'instant, je laisse effectivement le coach faire son travail, mais c'est vrai que si à l'avenir les résultats resteraient dans cette dynamique-là, il faudra qu'on en discute tous ensemble et qu'on trouve les solutions pour remarquer des points et sortir rapidement de cette zone inconfortable. Ce week-end, le 7e tour, donc vous le disiez, de la Coupe de France. Déjà, première question toute bête, mais est-ce que vous allez jouer du côté du stade Bernard Masseyou ou vous allez vous délocaliser? Alors ça prend plutôt la bonne voie d'un match sur l'Escar, puisqu'en fait la commission des terrains est passée ce matin, nous a donné un avis favorable. Maintenant, c'est dans les mains de la Fédération française de football. On attend leur retour. Mais a priori, ce 7e tour de Coupe de France devrait avoir lieu samedi soir sur le terrain Bernard Masseyou à l'Escar. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suppose que vous avez déjà des SMS et des demandes nombreuses, Président, concernant la billetterie. Oui, totalement. Je pense qu'on fera une très grosse affluence samedi soir. La jauge des spectateurs est limitée à 1400, mais je pense que le terrain, le stade sera plein à l'occasion de cette rencontre. Ça, après des années marquées par le Covid, l'absence de recettes billetterie de buvette, je suppose qu'en tant que président, ça doit vous redonner le sourire, et c'est aussi ça l'effet bénéfique d'un gros parcours en Coupe de France. Oui, totalement. La Coupe de France a toujours une saveur particulière. Ça permet effectivement déjà d'avoir une communion un peu spécifique avec le public. Il y a un engouement, le fait d'être mis sur le devant de la scène attire du monde. Donc on va essayer d'en profiter pleinement encore un tour ou 2 tours supplémentaires. L'engouement là au sein de votre club cette semaine, je suppose que c'est un petit peu différent d'habitude, que ce soit dans les écoles de jeunes, chez les bénévoles, dans le staff.
Il y a un peu de tension ou pas du tout, Président, c'est comme d'habitude? Non, c'est pas, on va pas parler de tension, on va parler plutôt d'excitation. Automatiquement, les moments qu'on a vécus à l'occasion de la qualification de Saint-Paul Sport sont encore dans les têtes. Et c'est vrai que on aimerait pouvoir encore profiter de ces moments de communion avec les enfants du club, avec les dirigeants qui donnent toute l'année, avec nos supporters. Et voilà, on est plutôt dans une phase d'excitation que de tension. Est-ce que ça a déjà amené des parents qui tapent à votre porte pour une future licence ou il n'y a pas encore cet effet-là, Président? Alors, on a la chance aujourd'hui, nous, d'avoir un club qui a énormément évolué sur les 3 dernières années. On se rapproche des 550 licenciés. Donc, c'est vrai que l'effet Coupe de France, c'est un plus, mais c'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut venir jouer au FC l'Escar. C'est plutôt tout ce qu'on met en place tout au long de l'année, nos 3 labels de la Fédération française de football, la qualité de nos installations, de nos éducateurs. C'est ce qui donne aujourd'hui envie d'être licencié au Football Club de l'Escar. Et en tout cas, il y a le beau temps derrière vous. Je vois que la commission est passée ce matin et que le soleil est présent. Donc la pelouse, elle sera bonne, Président. La pelouse sera bonne, c'est un terrain synthétique. Donc pour nous qui est du beau temps ou du mauvais temps cette semaine, ça n'empêchera pas que la rencontre puisse se jouer dans de très bonnes conditions. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce tour de Coupe de France et puis de relever la tête, bien évidemment, en championnat. Merci beaucoup, Francis Loustano. On l'espère très vite. Merci pour votre invitation et puis j'espère vous avoir pour le prochain tour. Avec grand plaisir. Merci, Président. Merci. Et après la Coupe de France des plus jeunes, la Coupe Gambardella, compétition que l'on adore dans LFNA TV. Il y avait ce week-end le 3e tour de Gambardella avec tout d'abord une rencontre entre Saintes et Chauvigny. Le résumé de ce match, c'est signé Victor Pérez-Boucheron. Allez, préparez-vous tranquillement, soufflez. Asseyez-vous, le temps que l'arbitre arrive là. Rapprochez-vous. Reprenez connaissance rapidement des infos qui ont été données. Allez, l'heure de départ c'est 15h30, il faut être prêt. Soyez prêts à rentrer n'importe quel moment, n'importe quel temps, que ça soit 5, 10, 15, 20, une demi-heure, 45 minutes. Ceux qui commencent, saisissez votre chance. Prenez cette opportunité, montrez-vous. Et là aujourd'hui, on doit le faire. On doit le faire. Niort Saint-Flour, on les battra en retour. On aura une deuxième chance. En revanche, aujourd'hui, on n'en aura pas. Si on veut une belle affiche, je vous l'ai dit, l'objectif, les gars, c'est que vous arriviez à vous montrer à travers le club, que vous soyez le match de la saison. C'est votre rôle. Ça vous appartient, c'est votre mission. Tout le plan, tous les principes de jeu, c'est là. On essaye de se tenir, de le respecter à la lettre. Et après, derrière l'initiative, la prise de dépassement de fonction, c'est à vous. C'est à vous, vous avez tout à faire. Allez, bon match, allez. Ce samedi, nous assistions au match opposant l'équipe de Saintes à l'équipe de Vallée-de-Vienne et Moulières-Chauvigny dans le cadre de la Coupe Gambardella. Une belle après-midi, un public nombreux derrière les mains courantes. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour assister à un beau match de football. L'arbitre de la rencontre, M. Inel Fekroun, siffle le coup d'envoi de cette partie avec une belle entame de match et possession de balle de l'équipe de Chauvigny, notamment à la 17e et 19e minute de cette première partie. Saintes reprenait la possession du ballon et sur un premier coup franc n'inquiétait pas le portier de Chauvigny, Arthur Borseto. Et c'est le numéro 10 de Chauvigny, Gabin Ferret, qui trompe la défense synthèse et en même temps son goal, Thomas Point-Blanc. Le score est alors ouvert 1-0 pour l'équipe visiteuse Vallée-de-Vienne et Moulières. Des actions de part et d'autre, notamment à la 23e et 37e pour les plus dangereuses. À la 42e, M. Fekrounier siffle un carton jaune sur Yanis Boucher. Il invite les deux équipes à rejoindre les vestiaires pour la pause citron. C'est vrai, c'est compliqué. Donc là, il faut les jouer chez eux. Les mettre en difficulté, il faut marquer un but. Après, ça ira tout seul. Il faut aller chez eux. Nous, il y a des situations profondeurs pour jouer par-dessus. Albon et Yanis, il y a aussi des possibilités. Ce ne sera pas très beau, ce ne sera pas ce qu'on fait habituellement, ce que Fabien prône. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va gagner aujourd'hui. C'est que quand le ballon est ici, on met de la verticalité.
Donc nous on est en rouge. 1, 2, 3, là, là, là. Ça va pas être forcément notre... en effet, ce que j'aime dans le football, mais aujourd'hui c'est ça. L'objectif, c'est toujours c'est continuer l'aventure. Et c'est pas parce qu'il y a 1-0 à la mi-temps que le match est terminé. Moi j'en suis convaincu. Il est hors de question qu'aujourd'hui le football ne soit pas respecté. La meilleure équipe, j'en ai l'intime conviction, elle est dans ce vestiaire-là. Les garçons qui travaillent, les garçons qui méritent d'avoir un parcours, ceux qui méritent de passer le tour, c'est vous. Mais si moi j'en suis convaincu, si lui il en est convaincu, si les gens en sont convaincus, il faut que vous en soyez convaincus. Soyez acteurs du match. On va attendre quoi? Oh, Niort Saint-Flour, il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour se réveiller et aller chercher. Vous allez attendre combien de temps encore? Ce sera trop tard à la fin du match. Il vous en reste 45. 45 pour foutre le bordel ici. Et pendant se dire rendez-vous dans 15 jours. Il y a tout pour réussir. Vous avez tout dans les pieds, dans la tête et sur le terrain. Ça vous appartient. Allez, bon match. Allez, allez, allez. Allez, je vous attends là-bas. Le terrain est encore plus compliqué qu'on l'avait imaginé. Pourtant, on y est toute la semaine. On a une équipe qui est vaillante, solidaire, courageuse, qui nous met en difficulté. Donc on va essayer de s'adapter. Je reste convaincu qu'on a les capacités de réagir. On l'a fait en partie la semaine dernière. J'ai confiance au groupe. C'est un match de coupe, celui qui en voudra le plus le gagnera et j'espère que ce sera chez nous. La deuxième mi-temps redémarre avec notamment une action dangereuse à la 47e menée par Alban Desmoutiers mais qui n'inquiète pas le gardien de but Arthur Bordeteau. La deuxième mi-temps s'anime à l'heure du match par un coup franc dangereux des Saintais tiré par Nathan Brunet-Bayou. L'équipe visiteuse met le pressing avec une occasion manquée à la 65e mais qui ira au but une minute plus tard par son capitaine Hugo Morin permettant à son équipe de mener 2-0. La fin du match approche et la pression des jaunes est permanente. Et sur une main du Saintais Dorian Carto, monsieur Inel Fekroun siffle un penalty. Sans trembler, Alexandre Boz trompe Thomas Pointblanc, portier saintais. La victoire de Vallée de Vienne et Moulières ne fait plus aucun doute, notamment après la sortie sur carton rouge du capitaine de Saintes à la 87e minute. L'arbitre siffle donc la fin de cette rencontre sur le score sans appel de 3-0 pour l'équipe de la Vallée de Vienne et Moulières. Ça ne peut pas exister ces matchs-là tous les week-ends. Ça peut pas toujours être l'équipe qui joue le moins, qui refuse le jeu, qui s'en sort vainqueur. Restez soudés, restez dans votre état d'esprit, restez travailleurs et on trouvera d'autres objectifs pour garder l'envie de continuer. Malgré tout, je suis assez satisfait de l'image que vous avez donnée sur cette deuxième mi-temps et ce qu'il y a à gommer, on le gommera par la suite. Au-delà de la frustration, c'est beaucoup de déception. C'était un réel objectif que les garçons s'étaient fixé en 18. Et là, le parcours de jeunes s'arrête et il n'y a pas de montée, il n'y a pas de maintien, ou alors 19 NAS, mais on ne prétend pas à ça. Donc on voulait essayer d'aller le plus loin possible, de tirer un gros, de créer une manifestation, d'essayer un petit peu de mettre une empreinte au club. Et on n'aura pas réussi à le faire. Malgré tout, je pense que c'est nous qui avons raison dans les idées proposées. Et c'est une conviction, hein, le football, soit ça se construit, soit ça se détruit. A priori, aujourd'hui, détruire était plus bénéfique que construire. Un sujet signé Victor Pérez-Boucheron. Je vous donne quelques résultats de ce troisième tour de Coupe Gambardella avec le succès au tir au but de Bressuire face à Périgny. La victoire 5-3 dans un match complètement fou du FC Libourne sur le terrain de Tulle Foot Corrèze. Victoire 3-0 de Pau sur le terrain de l'US Senon. Thouars Foot 79 a perdu 5-0 à la maison face à Choré. 3-2 pour le FC Poitiers face à Châtellerault. Victoire 4-2 d'Angoulême-Charente sur le terrain de l'Union Saint-Jean. Et puis l'un des cartons du week-end, c'est Trélissac, le FC Trélissac qui s'impose 6-1 face à Boulazac. 7-0 pour le Stade Montois contre Médoc Côte d'Argent. Victoire 8-0 pour le Stade Bordelais face à Saint-Pierre-du-Mont. Et puis un match un peu fou également entre Péréorade et Porte-Entre-deux-Mers. Victoire 4-3 de Péréorade. Pour parler de cette victoire du club landais, nous sommes avec l'entraîneur des I18 de Péréorade. C'est Pachi Grenade qui nous fait le plaisir d'être au micro d'LFNA TV. Bonsoir Pachi. Bonsoir. Pachi, déjà, est-ce qu'on peut un peu présenter, un peu décrire votre club pour nos téléspectateurs ? Oui, le club de Péréorade, dont je suis le responsable technique des jeunes.
pas la technique des jeunes juste, est composé de 300 licenciés et c'est un club qui fonctionne en autonomie, c'est-à-dire qu'on est en entente avec notre club, avec les joueurs de notre association. On propose une pratique pour les enfants de 6 ans à 18 ans et également des équipes de section futsal, une section féminine. Voilà. Et l'importance des jeunes, on le suppose, dans ce genre de club au niveau de la formation et pour servir l'équipe première, on suppose que votre rôle en tant qu'encadrant des jeunes est d'autant plus important. Oui, l'idée c'est aussi tous ces jeunes qui viennent pratiquer dans notre club pour qu'à terme, une partie d'entre eux puisse défendre les couleurs du club dans l'équipe gagnante. C'est ce vers quoi on tend le plus. Et on a donc en équipe senior une moyenne d'âge assez faible, puisqu'on a beaucoup de jeunes issus de l'école de foot qui alimentent ce groupe chaque année. Vous êtes combien, Patchy, du coup, au sein du staff pour encadrer tous ces jeunes? À l'école de foot, une trentaine d'éducateurs qui travaillent bénévolement et quotidiennement auprès de tous ces jeunes. Ce qui est de l'équipe du U18, il y a 2 éducateurs, Patrice Artus et Henri Lescaut, pardon, qui suivent ce groupe depuis quelques années maintenant et qui travaillent très bien avec eux. Donc voilà, on est un petit peu mis en lumière en ce début de pas et les enfants sont lancés pour leur beau parcours. Maintenant, ça fait quelques saisons que ça travaille très très correctement et donc c'est un petit aboutissement ici. On va revenir, Patchy, sur le match de ce week-end, la Coupe Gambardella et cette belle victoire 4-3 contre Portes Entre-deux-Mers. Je dis belle victoire, quand on est entraîneur, ça doit être un peu stressant comme match. Les éducateurs ont préparé ce match avec beaucoup d'envie et de passion parce que c'est la Coupe Gambardella. C'est la première fois qu'une de nos équipes déjà dans les tours précédents, ils ont pris beaucoup de plaisir en sortant des clubs un peu plus prestigieux que nous, comme les Déjeuners d'Andette, par exemple. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir de voir les rencontres parce que ça met un peu de piment dans la saison de championnat. Donc le groupe essaie, les enfants, les entraîneurs font les compositions pour jouer la gagne du mieux possible. Là, ça a souri. C'était un match en plus approché puisque 4-3, il n'y a pas eu vraiment bataille. De beaucoup de courage et d'envie, ils ont été récompensés. Les éducateurs le sont aussi. Maintenant, voilà, il faut poursuivre pour retour suivant, faire encore montrer une belle image et du groupe. Il y a eu beaucoup de buts dans ce tour de Coupe de Gambardella sur tous les terrains. Ce sont des consignes, c'est de prendre du plaisir pour les jeunes, de jouer plus offensif peut-être qu'en championnat, Patchy? C'est sûr que, comme dans tous les sports, la coupe, c'est une partie de plaisir supplémentaire. Donc, sans doute que les joueurs sont un peu plus libérés offensivement, même s'ils font toujours les efforts défensifs que les entraîneurs leur demandent. Une petite prise d'initiative supplémentaire, peut-être une prise de risque qui est un peu moins importante en championnat. Et là, quand ça veut bien rentrer, ça sourit. Donc, c'est bien pour tout le monde et pour les jeunes qui sont sur le terrain. Et on vous remercie, Patchy, d'avoir pris un peu de temps pour intervenir dans LFNA TV. Et on salue évidemment tous les membres du staff, les bénévoles de votre superbe club de Peyrehorade, puisqu'on a déjà été accueillis. Les caméras d'LFNA TV sont déjà venues au sein de votre club et on avait été très bien accueillis. Donc on salue tout le club. Merci, Patchy. Merci beaucoup à vous pour tout et à une prochaine fois peut-être. Et bonne fin de saison, Patchy, avec grand plaisir pour une prochaine fois. On continue avec les catégories de jeunes. Après les U18, place au U15. Il y avait des rencontres de Coupe Nouvelle-Aquitaine des moins de 15 ans, avec notamment un match entre le FC Rive-Droite et Belin-Bellier. Un match qui était sous le regard et la caméra de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier.
début de cette rencontre de Coupe d'Aquitaine U15 entre le FC Rive-Droite et le FC Belin-Bellier. Dès les premières minutes de la partie, ce sont les locaux qui vont se mettre en évidence. Suite à une belle percussion côté droit de la part de Luca Afonso, ce dernier va mettre le ballon dans la boîte. Au second poteau, en 2 temps, Raphaël Fedel ne se laisse pas prier pour ouvrir la marque dans les 10 premières minutes. Les assauts s'intensifient à la 14e minute de jeu. Une percussion côté gauche va permettre de retrouver Raphaël Fedel qui inscrit un doublé tout en malice. Mais malgré la domination du FC Rive-Droite, Belin-Bellier va tenter sa chance, mais la frappe est hors cadre. Quelques instants plus tard, sur une nouvelle action côté droit, Raphaël Fedel ne sera pas loin d'un hat-trick, mais la gardienne lit bien la trajectoire. À la demi-heure de jeu, les joueurs hôtes réalisent une prestation de haut vol et sur un centre fort de la gauche vers la droite, le montant est trouvé. Dans la continuité sur corner, la gardienne va s'imposer mais verra un adversaire tenter une tête qui trouvera le poteau. Fin de cette première période sur le score de 2-0. Au retour des vestiaires, le FC Rive-Droite va vouloir se mettre à l'abri et sur une belle action collective à coup d'une 2, l'attaquant ajuste le gardien d'un intérieur du pied qui va trouver le poteau. Mais dans la foulée ou presque, Aurélien Terrasson est bien lancé et ajuste d'une belle volée pour le 3-0. Le FC Rive-Droite continue son rythme infernal. Côté gauche, Angelo Delemos va perforer toute la défense avant de décocher une frappe puissante pied gauche au premier poteau pour le 4-0. Les joueurs en locaux en veulent plus et bien lancé dans la profondeur, Raphaël Fedel ne se laisse pas prier pour inscrire un triplé synonyme de 5-0. Quelques minutes plus tard, nous avons un nouveau rush de Raphaël Fedel qui efface bien son vis-à-vis, mais la gardienne vieille au grain. Il reste moins de 10 minutes à jouer sur une nouvelle phase de jeu offensive. Le FC Rive-Droite inscrit un 6e et dernier but, Mathis Casagrande. Il va de son petit but. Fin de la rencontre et victoire sans appel du FC Rive-Droite sur le score de 6-0. Oui, je suis content du résultat. Pour ce qui est du contenu, c'est un petit peu plus mitigé, je dirais, parce que on a manqué clairement de rythme et de précision technique avec beaucoup de déchets sur les premières touches de balle. Et ça aurait dû être beaucoup mieux, je pense. Mais bon, l'essentiel était aujourd'hui, peut-être pas de gagner, mais de produire un football plus cohérent. Ça faisait un week-end et demi, on va dire, 2 mi-temps et demi sur lesquels on perdait un petit peu notre jeu. Peu de cohérence, peu de jeu collectif, beaucoup trop de touches de balle. On était plus efficace dans ce domaine, mais il y a encore du travail. On est loin d'être arrivé au bout de nos objectifs, en tout cas. Autre match de la Coupe Nouvelle-Aquitaine U15 que l'on vous propose ce soir dans LFNA TV. La rencontre qui opposait Bessines-Morterolle au GJ Fun 87. Un reportage signé pour LFNA TV, Touami Nassiri. C'est au stade Jean-Marie Lafont que l'entente Bessines ANF 87 accueillera le groupement jeune Fun 87 pour une qualification en Coupe Nouvelle-Aquitaine pour continuer à écrire son histoire. Bienvenue à l'US Bessines-Morterolle, donc je me présente Sébastien Rouchot. Donc, je suis le président d'un club rural dans le nord du département qui représente à peu près 200 licenciés. Tout confondu entre joueurs et dirigeants. Nous sommes représentés dans toutes les catégories, en jeunes et puis notre groupement de jeunes avec l'ANF en U15 à U17. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est notre tournoi U11, notre traditionnel tournoi U11, le trophée Jean-Richard Cadet, qui est très important pour nous. Aujourd'hui, nous avons 22 équipes de présentes. Tout se passe bien, donc voilà. Donc merci beaucoup, donc le temps est à rendez-vous, on est super content de vous accueillir. Et à peu près 220 gamins étaient présents ce soir. Merci à tous les bénévoles présents ce soir parce qu'il a fallu les faire manger. Merci à nos arbitres bénévoles aussi et merci à tout le club. Bon les gars, aujourd'hui,
Match contre le Fun, hein, d'accord, donc c'est une équipe qu'on a déjà affrontée, hein, on va pas s'attarder sur eux, voilà. On avait gagné assez largement, mais bon, aujourd'hui c'est un autre match. Donc les gars, dans l'animation défensive, on va essayer de rester solide, de ne pas prendre de but. Hein, les gars, ça reste quand même un match important où voilà, je compte ne pas prendre de but. On a une équipe solide, les gars, il faut qu'on continue, on a un bon groupe. Regardez, aujourd'hui, on a 3 joueurs différents par rapport à la semaine dernière. Ça prouve la qualité du groupe, les gars. Allez, allez. Oh, lui, t'es capitaine, je prends les ballons. Ouais. Et tu prends les bras avec vous. Le coup d'envoi pour ce tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine est donné par les visiteurs du groupement Jeune Fun 87. Les locaux sont les premiers à se montrer dangereux sur ce corner, bien repris de la tête par Evan Rodier qui passe près du cadre. Sur une magnifique passe de Théo Loubert, c'est Lucas Couré qui tente sa chance des jumettes et voit sa frappe finir dans les buts du gardien du GJ Fun 87. L'entente Bessines ANF 87 continue à maîtriser le ballon et c'est encore son attaquant Lucas Couré qui voit sa frappe bien interceptée par le portier adverse. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et Cyrino Ledy tente une frappe à bout portant, mais le gardien est bien placé pour la sortir hors du cadre. Les jeunes de Jesse Ducharlet passent à leur tour et c'est Victor Paniera qui tente une frappe lointaine. À la 37e minute, sur une excellente passe en profondeur, Alexis Perrin marque le second but pour l'entente Bessines ANF 87, juste avant que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Retour des vestiaires avec un avantage pour l'entente Bessines ANF 87 qui mène 2-0 sur son terrain. C'est les visiteurs qui profitent de ce cafouillage et le ballon, après avoir touché la transversale, revient dans les pieds de William Cantamera qui réduit le score à la 61e minute. Sur ce slalom du milieu de terrain, le latéral délivre une passe en retrait à Oumar Lapierre. Gêné par le défenseur, voit sa frappe juste sortir du cadre. La réaction ne se fait pas attendre du côté des visiteurs. Pierre Tricard tente une frappe sans réussite. C'est encore Antoine Pagna qui déborde sur son côté et adresse une passe décisive à Fouad Ousseni qui marque le 3e but juste avant la fin de cette seconde période, sifflée par l'arbitre de la rencontre, qui permet donc à l'entente Bessines ANF 87 de passer au prochain tour. À la première mi-temps, ouais, c'était pas mal, mais il n'y a pas eu trop de bonnes actions, on perdait trop de ballons, on jouait pas trop en passe, c'était pas très bon, quoi. Bah, on n'a pas été très bon, mais on a quand même eu la victoire. Mais voilà, on a gagné 3-1. Le jeu était pas ouf, mais on a quand même gagné, quoi. Il faut mettre de l'intensité, il ne faut pas prendre les adversaires à la légère, d'accord? Donc voilà, on gagne, la victoire est là, c'est la coupe, c'est le principal. Donc voilà, on peut s'applaudir, d'accord? Allez, gars. Allez, un petit cri de guerre. Ça. Quelles sont belles ces images de joie chez les U15 signées Twami Nassiri, ça nous rappelle de bons souvenirs et ça donne un petit peu de nostalgie. Le futsal maintenant avec une rencontre entre Futsal Charente et Célestin United. Les images sont signées là encore Twami Nassiri. C'est pour le compte de la 3e journée de futsal Régional 2 que la LFNA TV s'est rendue à Bury, au cœur de l'association de futsal des Deux Charentes, pour la réception de la Célestin United d'Artigues. Donc le club de l'association de futsal des Deux Charentes, c'est un nouveau club sur Bury, ça fait que 4 ans qu'il existe. Le futsal, c'était pas connu sur le secteur. Je dirais même que dans le département, c'est très peu connu.
Donc nous, on a 4 ans d'existence. On arrive cette année, après Covid, à avoir quand même 26 licenciés, donc ce qui est quand même intéressant pour la commune. La grosse difficulté pour nous, malheureusement, c'est les jeunes. On n'arrive pas à recruter, à créer des écoles de jeunes, et pourtant on a fait beaucoup de démarches. Donc c'est quelque chose qu'on n'abandonne pas, mais qui pour l'instant est mis en stand-by. On a une équipe de dirigeants, 9 personnes, des hommes, des femmes qui sont au quotidien autour du club pour le permettre de vivre. Il faut savoir qu'on a très peu de sponsors, on n'a que 8 sponsors pour notre petite structure, mais qui nous soutiennent énormément. C'est grâce à eux qu'on a pu s'engager en Régional 2 cette année. Faites ce que vous savez faire, faites ce qu'on travaille. Commencez par la base, le jeu simple, appui, remise, passe. On cherche la longueur, la profondeur, on évite le jeu en largeur, et ça devrait passer. Faites-vous plaisir. Ça, vous le savez. Tous les matchs, le maître mot, faites-vous plaisir. Il y a moyen de faire quelque chose. On a un groupe en construction. Aujourd'hui, vous êtes 10. Il y en a encore 2 qui sont absents. Donc, autant vous dire que faites-vous plaisir un maximum. Allez, bon match, messieurs. C'est la CLSAO United d'Artigues qui donne le coup d'envoi ici à Bury pour ce match de futsal de R2. Sur une magnifique 1-2, Anas Mounjib ouvre le score pour la sélection d'Artigues. La touche est rapidement jouée en retrait sur une frappe contrée par un défenseur qui revient dans les pieds de Valentin Prochon qui marque le 2e but de cette soirée. C'est sur une très belle construction de jeu qu'Anthony Rabello-Pimenta qui délivre un centre millimétré à Gerson Sadacosta qui marque le 3e but. C'est sur corner que la CLSAO d'Artigues enfonce le clou pour cette magnifique magère signée Benjamin Blino. Son équipe en difficulté, c'est à la 20e minute que réclame l'entraîneur de futsal de Charente, un temps mort pour remobiliser son équipe. C'est sur une frappe à bout portant d'Anas Mounjib, bien suivi par Elmadi Bouakaïk, qui permet à la sélection d'Artigues de mener 5-0 à la fin de cette première période. Le coup d'envoi est donné par les locaux pour cette deuxième mi-temps. Les locaux réagissent rapidement et ouvrent leur compteur but sur cette magnifique frappe de leur capitaine Sébastien Michel. C'est sur une très belle construction de jeu que Anis Bouir permet à la sélection d'Artigues de mener par 6 buts à 1. C'est sur une réception de balle qu'une nouvelle fois Anthony Rabello adresse une passe décisive à son attaquant Anis Bouir et sur une frappe il inscrit un nouveau but. À la 39e minute, c'est au tour de Danilo Rodriguez d'inscrire le 8e but. La CLSAO se la joue à la brésilienne en trouvant une nouvelle fois le but sur cette magnifique construction de jeu. On assiste à une démonstration technique que délivre la CLSAO d'Artigues en inscrivant son 10e but de la soirée. L'arbitre siffle la fin du match et c'est la CLSAO d'Artigues qui l'emporte par 10 buts à 1. C'est vrai qu'on a été sérieux, on est encore en phase d'apprentissage sur les différents principes de jeu. On a été correct du début à la fin, on a respecté les principes. Donc je suis très content de l'équipe ce soir. La CLSAO qui portait bien son nom et qui a régalé les observateurs durant cette rencontre de futsal. La page reportage d'LFNA TV, désormais avec un premier sujet consacré au pôle espoir de Talence, sujet signé Florian Sabatier. On avait quitté en mai dernier la détection du pôle espoir du côté de Mérignac-Carlac. Désormais, le groupe des U14 et U15 ont été constitués et pour eux démarre une nouvelle aventure. La première destination est pointée sur Marmande pour y affronter les sections U14 et U15 du Toulouse FC. Le but est simple, se confronter à ce qui se fait de mieux pour continuer à apprendre et à progresser. On retrouve les joueurs que nous avons quittés fin mai, début juin. On les retrouve sur un stage d'intégration juste avant la rentrée scolaire.
Et donc on est dans notre 5e semaine d'entraînement en commun. Et forcément, on est quand même loin du compte pour des joueurs qui ne se connaissaient pas encore l'an dernier pour les premières années. Pour les deuxièmes années, il y a quand même quelques écarts, notamment en termes d'intensité, parce qu'aujourd'hui, peut-être que les joueurs ne se sont pas confrontés à quelque chose d'assez supérieur pour se dire attention, je dois prendre conscience que je dois jouer à une vitesse supérieure parce que les adversaires de très bon niveau, dans ma catégorie d'âge, ça joue plus vite, ça joue plus fort, ça joue plus longtemps, c'est plus constant et régulier. Voilà. Qu'est-ce qui avait été dit lors de la causerie de hier, justement? Il allait pouvoir avoir des changements. Voilà, composition. C'est un mauvais comportement. Mauvais comportement, on reste sur l'éducatif. Vous êtes jeune, il faut que vous appreniez que ça passe effectivement par le terrain, mais aussi ça passe par le scolaire et ça passe par être autant un bon joueur qu'un bon gars. Allez, bon match. Pour faire évoluer au mieux les enfants dans leur quête initiatique, Benoît Michelena, directeur du Pôle Espoir, peut s'appuyer sur Gérard Roland, son adjoint depuis quasiment 8 ans pour pouvoir encadrer les jeunes pousses au mieux. Le but est de pouvoir avoir des regards différents, mais surtout un autre son de cloche pour les enfants pour qu'ils continuent de se développer au mieux. Moi, je n'incarne pas le Pôle Espoir, c'est un staff, tout un tas de personnes qui travaillent au contact des gamins et donc des clubs et des familles pour leur permettre d'accéder à un certain niveau. Donc effectivement, moi je commence à mettre les bonnes habitudes pour les U14. Gérard aborde les matchs plus du domaine de la compétition parce que demain c'est ce qu'on va demander aux gamins et effectivement on a comme ça 2 sons différents pour les gamins dans leur préformation parce qu'ils vont devoir aussi eux s'adapter à différents entraîneurs, éducateurs, formateurs qui vont aussi avoir leur vision, leurs valeurs, leur culture et ça permet aux joueurs qui passent les 2 ans avec nous de ne pas avoir un discours redondant mais de toujours être en vigilance. Déjà, si on revient à l'organisation du Pôle Espoir, on est 2 parce qu'il y a quand même, on a 32 gamins en permanence qui vivent aussi à l'internat. Donc être seul pour s'en occuper, c'est déjà compliqué. Quand on est dans une séance d'entraînement, si on est avec 32 joueurs, ça devient très très compliqué. Donc on part plutôt du principe qu'on essaie de faire des groupes. Alors il y a des groupes d'âge ou parfois des groupes par voilà, l'aspect physiologique, on peut appeler ça le biobonding. Parce que c'est avec ça qu'ils arrivent à s'entraîner le mieux. Donc on répartit les rôles comme ça. Et puis Benoît, ça a été son choix de me confier plus la génération des U15 et lui s'occuper de la génération qui arrive, des U14, pour installer les premières bases et les premiers repères. Donc on a toujours fonctionné comme ça. Donc oui, après, finalement, il me transmet cette confiance pour... je suis avec eux le plus possible sur des groupes cloisonnés à l'entraînement. Finalement, quand on arrive au match, par suite logique, ou en tout cas notre logique, je reste avec les U15 et lui s'occupe plus des U14. Puis vous voyez, les matchs se succèdent. Donc pendant que il y a les U14 qui jouent, les U15 sont en train de s'échauffer, il faut s'occuper d'eux et tout ça. Donc Benoît ne peut pas être partout et tout faire en même temps. Donc oui, c'est notre fonctionnement que je m'occupe des plus âgés. Lui installe les premiers repères, les premières bases la première année, et en concertation bien évidemment, puisqu'il est à l'origine de toutes les séances. Voilà, on affine des choses ensemble pour monter le curseur et leur apporter des choses encore différentes et supplémentaires la 2e année. Enfin, durant cette journée, des jeunes arbitres de la région viennent donner les coups de sifflet pendant les parties. Une belle occasion pour observer les futurs arbitres aquitains de demain, où une observation et une analyse poussée est réalisée durant ces journées. Ce sont des rencontres qui nous permettent aussi de voir quelques jeunes qu'on essaye de suivre. Et en l'occurrence, on s'était calé avec Benoît, le directeur du pôle, pour qu'on puisse avoir sur les rencontres du pôle les jeunes arbitres qui sont en section sportive arbitrage. Donc aujourd'hui, on avait les jeunes de la section sportive de Mérignac, et sur les prochaines rencontres du pôle Espoir, on aura à Brive les jeunes de Limoges, et sur Choré, je crois, ou Bressuire, pardon, on aura ceux de la section de Nyon. Voilà, l'occasion pour nous de pouvoir
pouvoir les suivre aussi. On est avec des jeunes qui sont là pour apprendre, donc oui, on a décelé quelques axes d'amélioration. Là, dans un premier temps, on vient de voir tout ce qui touchait un petit peu à la fonction de quatrième arbitre, puisque pour certains, ils la découvraient. La fonction des assistants, puisqu'il y a des choses très intéressantes qui ont été faites cet après-midi, puis quelques axes d'amélioration. Et dans le bus, on va faire le débrief arbitre par arbitre pour voir avec eux effectivement ce qui a été des points forts aujourd'hui, et puis des axes de réflexion et de travail pour pouvoir s'améliorer. Pour terminer, ce genre de mission est très utile pour mettre en avant les clubs amateurs avec des structures comme celle du club de Marmande où tout un suivi est effectué de leur arrivée à leur départ afin qu'il n'ait plus qu'une chose à penser, le terrain. Par ailleurs, c'est faire une action de promotion dans des structures comme celle du club de Marmande. Ici, où la qualité du terrain synthétique, la qualité de l'accueil, vous avez vu la restauration du midi. Bref, tout est fait pour que les joueurs vivent une vraie journée de compétition de bout en bout, depuis le petit déjeuner, le lever assez tôt jusqu'à la fin de la journée, avec bien sûr, et encore une fois, un grand merci au club de Marmande pour son accueil. Autre reportage ce soir dans LFNA TV à la découverte d'Iman Etaïb, qui est la responsable technique jeune au club de Aire-sur-Adour dans les Landes. La formation, sa vision sur l'apprentissage du football ou encore l'encadrement. Florian Sabatier dans les pas d'Iman Etaïb pour LFNA TV. Nous avions quitté Iman Etaïb en mai dernier lors du diplôme du PEF du côté du Haye. La responsable technique jeune des Violettes d'Aturine est revenue avec nous sur son parcours et son évolution lors de ces derniers mois. L'ancienne joueuse de 31 ans arrivée en 2020 dans le club d'Aire-sur-Adour nous explique que son rôle n'a pas réellement changé, mais s'est développé avec un but d'être au bord du terrain pour faire progresser les jeunes catégories. Alors mon rôle n'a pas changé, mais par contre on va dire peut-être la qualité du travail ou des missions que je vais avoir à mener au sein du club, elles vont être plus poussées. Et puis aussi je vais avoir une réflexion plus large en fait au sein du club, vu on nous a poussé à avoir cette réflexion sur notre méthode de travail dans le cadre des entraînements ou même comment on mène les matchs et tout ça. Donc j'essaie d'apporter en tout cas cette expérience et c'est ce que j'ai appris auprès de mes éducateurs. Donc en les accompagnant autour des terrains, en faisant des séances tutorées donc auprès d'eux, comme j'ai pu le vivre au sein de la formation. Donc voilà, c'est plus dans la qualité, on va dire, de mes interventions en fait que le BEF m'a aidé. Il a désormais une vision de chef d'orchestre pour manager au mieux les éducateurs dans le processus de développement des jeunes pousses du club. Après, ce que je demande, on va dire, en tant que RTJ à mes éducateurs, c'est aussi d'avoir de prendre de la hauteur, un regard d'éducateur sur le contenu et pas que sur le résultat, afin de faire des bilans auprès des gamins, de les faire parler de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé ou pas bien passé. Après, c'est une catégorie que j'encadre, donc moi, mon regard aussi en tant qu'éducateur, c'est que ça me permet de sortir des pistes de réflexion et des problématiques à travailler pour les entraînements. Donc ça sert à ça, je pense, les matchs avant tout, c'est pas le score, mais c'est surtout de savoir sur quoi on va travailler pour pouvoir encore améliorer notre jeu. C'est sûr que ça donne envie d'être sur le terrain. Moi, dans tous les cas, je le vis dans mon club parce que j'encadre des petites catégories, donc U9, mais j'encadre aussi les U15 cette année. Et c'est vrai que donc, de passer la formation, déjà ça donne envie de coacher une équipe, mais ça donne envie aussi d'aller encore plus haut dans le cadre des formations. Donc une fois qu'on y a goûté, aux échanges, à tout l'enrichissement tout au long de la saison, on a envie d'aller encore plus loin dans cette réflexion. Donc c'est plutôt très intéressant dans ce sens-là. Mais outre le terrain, la vision à long terme est de permettre aux jeunes filles et garçons de sentir un vrai attachement au club. En fin de compte, Iman Etaïb n'a de cesse de vouloir progresser dans son rôle afin d'être la plus compétente possible et permettre à son club de grandir avec un critère de formation très poussé afin que l'équipe première détienne de plus en plus de joueurs issus du club.
Le dernier reportage de la soirée est consacré au PEF. Le PEF, c'est tout simplement le programme éducatif fédéral. Il y a des animations festives avec les jeunes du RC Bordeaux, du Stade Bordelais et de Tonneins. Vous allez voir tout ça dans ce reportage signé Florian Sabatier. Du côté de Talence, au début du mois d'octobre, se tenait la journée du programme éducatif fédéral au sein du club du Racing Club de Bordeaux, qui est le dernier lauréat qui a pu se rendre à Clairefontaine. Le but de ce programme est avant tout un outil pédagogique complet, mis en place par la FFF en 2014 afin de former au mieux les jeunes licenciés allant du 6 à U19 aux règles du football, mais aussi aux règles de la vie. Lors de cet événement, les enfants ont pu s'essayer à la culture foot, à l'engagement citoyen, au fair play, à la protection de l'environnement et aux différentes règles de jeu ainsi qu'à l'arbitrage. François Grenet met en avant l'importance de ces journées pour éduquer au maximum aux règles de la vie en société par le football. La journée d'aujourd'hui, c'est la Ligue nationale de football Nouvelle-Aquitaine qui a souhaité l'organiser pour récompenser tout simplement les 3 clubs lauréats du dernier challenge mis en place dans le cadre de ce PEF, le programme éducatif fédéral. Donc on a les lauréats qui ont eu la chance, qui est le club qui nous reçoit gentiment aujourd'hui, on les en remercie, qui est le club du Racing Club de Bordeaux, qui a donc été lauréat et qui a eu la chance et le bonheur d'être invité à Clairefontaine avec toutes ces petites équipes de jeunes. Et il y avait un podium, et en l'occurrence, il y avait aussi un club de Lot-et-Garonne, Tonneins, et un autre club de Bordeaux Métropole qui est le Stade Bordelais. Donc on finit sur le podium, qui n'ont pas eu cette chance-là, ce privilège de monter sur Clairefontaine puisqu'ils n'ont pas terminé premier. Donc voilà, à travers cette journée, on voulait récompenser non pas le seul lauréat, mais aussi le club du Stade Bordelais de Tonneins qui ont joué le jeu et qui ont eu le mérite d'arriver sur le podium. Et pour réaliser au mieux ces journées, des clubs ont répondu présent à l'image du Racing Club de Bordeaux, mais aussi le Stade Bordelais, ainsi que le club de Tonneins Football Club. Pour la secrétaire générale, Paulette Donis, ces journées ont un réel impact sur les plus jeunes puisqu'il y a une réelle répercussion sur la concentration et l'écoute des enfants lors des cours. Cette année, c'est le fair play et l'intégration. Nous travaillons avec les écoles de la ville également et la municipalité parce que nous sommes REP, Réseau d'éducation prioritaire, et cette année nous sommes également cité éducative. Alors c'est quelque chose d'un peu particulier parce que normalement ce ne sont que les villes, les milieux urbains qui sont cités éducatifs et on est la seule ville rurale en France à avoir cet avantage. On a eu de bons retours chaque fois, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple de changements d'attitude. On s'aperçoit également d'une plus importante adhésion des parents et surtout les enseignants nous disent que cela a des répercussions même dans leur classe. Voilà. Donc c'est tout positif. L'année dernière on avait fait cette action sur les seniors, puisqu'il faut penser à eux aussi. Et là, l'action a été extrêmement positive puisqu'ils ont ils ont obtenu le premier prix du fair play dans leur catégorie. Voilà. Donc, ça marche, le projet d'action d'éducation fédérale, mais je vous avoue qu'il faut beaucoup s'investir et il faut dépenser beaucoup d'énergie. En somme, le PEF qui fêtera ses 10 ans de lancement en 2024 a donné une vraie clé éducative pour les clubs, les dirigeants, les éducateurs, pour qu'un réel suivi progressif soit réalisé sur les enfants afin qu'ils s'épanouissent en société, que cela soit sur et en dehors du terrain. Merci à Florian Sabatier pour ces 3 reportages que vous pouvez retrouver bien évidemment sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. LFNA TV numéro 61, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez apprécié. Cette émission est disponible immédiatement en replay sur les pages YouTube et Facebook de la Ligue. Lundi prochain, on se retrouve à la même heure, 19h, avec cette fois le débrief du 7e tour de la Coupe de France. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous rappelle bien évidemment le dicton d'LFNA TV, le foot professionnel ou amateur, ça reste un jeu.